Premier ministre était l'invité du journal télévisé ce mercredi à 20h. Il s'est exprimé pendant 30 minutes pour dire sa volonté ferme d'avancer sur le dossier de l'assurance chômage. Bis repetita, c'est en s'attaquant aux plus précaires que le gouvernement cherche à combler le déficit et trouver des sources d'économie. Gabriel Attal a déjà dit qu'il entendait rouvrir ce chantier au nom d'un modèle social qui incite davantage à l'activité. Je pense que c'est une déclaration de guerre à l'ensemble du salariat. Il faut être très clair. Vous savez combien il y avait de chômeurs inscrits en mars 2014 à Pôle emploi? 6 millions. Aujourd'hui, il y en a 6,1 millions. Donc bravo, ils ont réussi à en avoir 100 000 de plus. Ce qui veut dire concrètement que leurs réformes récemment n'ont servi à rien. À rien, sauf si on regarde le fait que l'objectif n'était pas de permettre le retour à l'emploi dans de bonnes conditions de personnes qui n'ont pas d'emploi, mais de faire des économies. De toute façon, il fera que ce qu'il veut. C'est ça qui est ancré, à mon plus grand désespoir, dans l'esprit des Français. De toute façon, cet homme-là ne fera que ce qu'il veut. Et donc, en réalité, le rouleau compresseur passe. Il va passer, on va finir le mandat d'Emmanuel Macron, les doubles mandats, dans un désastre social total. Tout sera à peu près détruit. Voilà, c'est un démolisseur, Emmanuel Macron. C'est quelqu'un qui démolit, mais pas parce qu'il casse ses jouets, comme je l'entends, parce que c'est vraiment son idéologie. Emmanuel Macron ne croit qu'au libéralisme, il ne croit qu'au darwinisme social. Ce mot complètement écrasant quand vous êtes dans la merde et vous avez quelqu'un qui vous rappelle, qui vous explique qu'il faut s'émanciper par le travail, c'est inaudible. Voilà, c'est le darwinisme social. Les plus forts, en gros, s'en sortent. Les plus fragiles restent sur le chemin. On considère globalement qu'il y a 10% de la population, de toute façon, qu'on ne sauvera jamais. Donc, on fait 100, en gros. Et voilà, et on avance. Et les services publics doivent être rentables. Tout doit être rentable. C'est ça. On ne parle pas du vrai problème, des inégalités, du fait que le service public, c'est le patrimoine des pauvres. Il y a une volonté de couper tous les mécanismes de redistribution et de faire rentrer cette idée dans la tête des gens. C'est que ceux qui travaillent payent pour les autres. Alors qu'en réalité, même ceux qui travaillent profitent du modèle social. Ils profitent même plus qu'ils ne le financent, la majorité. Mais cette idée, c'est de couper les redistributions, de dire, voilà, tu travailles et tu es pour ceux qui ne travaillent pas. Donc on va couper les redistributions, comme ça ceux qui ne travaillent pas vont aller travailler. C'est très malsain. Quand le capital est face à une question, il déplace ses contradictions. Et donc, du coup, on va arrêter l'aide à la pierre, on va mettre de l'aide auprès des ménages. Et puis, quand l'occasion sera la bonne, on va enlever. Et au fur et à mesure, on enlève. Pourquoi ? Parce que l'agenda, aujourd'hui, c'est la pénurie, l'état de pénurie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas vrai. L'État français est riche, la France produit énormément, mais il faut faire en sorte qu'il y ait une pénurie de droits et de ressources, parce que c'est la seule manière, de protéger les intérêts privés des plus gros, ce qu'on disait tout à l'heure, les plus gros, eux, ils survivent et les autres vont crever la dalle, et deuxièmement, c'est pour faire en sorte, encore une fois, d'aligner les intérêts des différents représentants de la droite. Parce que vous ayez le Rassemblement national, la Macronie ou LR, ils sont tous d'accord sur le fait qu'il faut organiser la protection des intérêts des grandes féodalités économiques du pays, et que par contre, auprès des gens, il faut leur dire, on n'a pas les moyens, on ne peut pas, et y compris lorsque c'est nécessaire, trouver un moyen de dire, écoutez, on va vous donner un petit peu, mais pour ça, il va falloir sacrifier d'autres gens. Et c'est exactement ça, la préférence nationale. Malheureusement, les prix de l'alimentation vont encore grimper dans les années à venir, particulièrement dans les pays du Sud. L'impact variera en fonction des saisons et des régions. La raison, le réchauffement climatique et les vagues de chaleur. Selon une étude publiée par Communication, Terre et Environnement, cette étude dévoile que la hausse des températures est à l'origine de cette hausse des prix. Quand on prélève de l'eau dans le milieu, la loi oblige à payer une redevance. On ne peut pas le faire comme ça n'importe comment. C'est pour éviter les abus, évidemment, et ça, c'est administré par la puissance publique, par des établissements publics. Par exemple, ici, c'est l'établissement public du Marais Poitevin qui dit qui a droit, etc. On fait ses demandes administrativement, tout ça est très cadré. Et on doit payer une redevance. Sauf qu'au moment du début de projet de méga-bassine, ce qui s'est passé, c'est que l'État a dit, écoutez, il y a eu des abus, donc maintenant, la profession agricole doit s'organiser collectivement pour encadrer tout ça. Et l'organisation collective, elle a pris la forme, comme c'est souvent le cas dans le milieu agricole, d'une coopérative. Sauf que cette coopérative, elle s'est finalement imposée sur tout un bassin qui dépasse de très très loin les méga-bassines. J'ai rencontré notamment un agriculteur qui est à 60 km au nord de Niort. Il faudrait tirer une canalisation plus longue que le viaduc de Millau pour qu'il y ait de l'eau qui arrive de chez lui depuis les méga-bassines. Mais il paye quand même. Et il paye quand même. Il y a un an, jour pour jour, 25 000 manifestants tentaient d'approcher la méga-bassine de Sainte-Soline. 5 000 grenades en 2 heures, plus de 200 blessés physiques, des milliers de blessés psychologiques. Des images qui feront le Tour de France. L'eau est quand même un des
plus gros enjeux écologiques, sociaux et économiques de notre temps, et ça va aller en s'aggravant de ce qu'on voit malheureusement. Et ce qu'on voyait dans les médias, ce qui a beaucoup été montré, c'est on attend des écoterroristes par milliers qui vont venir en découdre avec les forces de l'ordre. En gros, c'est ce qui a été présenté avant la manifestation et c'est ce qui a été dit après dans de nombreux médias. On arrive à ce moment-là où on est 25 000 devant la bassine avec déjà les lacrymos qui commencent, et puis il y a le cortège de tête qui essaye d'avancer, et il n'y a que des avance, recul, hein, parce qu'il y a beaucoup de grenades, beaucoup de lacrymos. Et après, donc, c'est les fameux 5000 grenades en 2 heures, c'est les LBD dans le dos, c'est les cris, c'est les médics, hein, les images qu'on a vues tourner en boucle. Et là, l'orga dit on s'arrête, il y a trop de blessés. Puis après, il y a eu le retour au camp, la prise en charge des blessés, tout le monde qui essaie de comprendre un peu ce qui s'est passé. On retrouve du réseau, donc on voit ce qui se passe sur Internet, il y a tout le monde qui discute. Puis ensuite arrive la violence du récit. On était encore sur le terrain que des gens à Paris commençaient déjà à raconter tout et son contraire, surtout le contraire. Si la question de ce pouvoir face à la rue, et ce pouvoir face à la rue, qu'est-ce que vous voulez? Je vais vous dire aussi que quand vous avez 20 personnes éborgnées, des mains arrachées, des centaines de blessés pendant les Gilets jaunes, honnêtement, moi je connais toute ma génération, on était fans de manifestations, mais il y a de moins en moins de gens, les gens ont peur. Il y a aussi un niveau, comment dirais-je, il y a le niveau, la grève ça coûte cher, et puis il y a le niveau de la peur, c'est-à-dire que finalement ça a vraiment pénétré dans le cœur des citoyens français. Ça veut dire qu'aujourd'hui on peut être blessé, c'est dangereux d'aller en manif. L'occupation sur la Crémarbre a débuté début novembre. À la suite de la grosse mobilisation d'octobre où on a rassemblé plus de 10 000 personnes. Et dès fin janvier, il y a eu une première intervention sur la zone avec un énorme dispositif policier, énormément de gaz lacrymogènes, des violences physiques et morales. Il y a le dispositif policier qui s'est mis en place qui a détruit tout le sol de la forêt de la Crémade à l'aide de pelleteuses pour enfouir et détruire les habitations des militants. Et à partir du 15 février, la période de reprise des coupes, on avait des gaz, des violences physiques et morales, des insultes, des menaces de viol, des tirs non réglementaires tous les jours, vraiment un harcèlement quotidien et des interpellations quasiment quotidiennes. Il y a forcément des gens qui sont un peu plus violents que d'autres, mais c'est clairement pas le but des manifestations. Moi, je me dis juste, si aujourd'hui il n'y avait pas un si grand dispositif policier mis en place, il n'y aurait pas eu toutes ces violences et ce serait juste une promenade dans les champs autour d'un bassin pour faire du stockage d'eau pour de l'exploitation agricole industrielle. Et sincèrement, oui, on n'est pas là pour casser du policier. On est vraiment juste là pour défendre les intérêts du bien commun, mais commun au monde vivant, pas juste à quelques paysans ou aux habitants du coin. Il y a eu déjà des dizaines de résolutions, plus de 50 résolutions à l'ONU, mais à l'Assemblée générale, au Conseil de sécurité. En général, systématiquement, les États-Unis votent contre et donc opposent leur veto. Cette fois, non. Il y a vraiment, je pense, une pression internationale, que ce soit des populations ou des gouvernements internationaux qui, la plupart, demandent un cessez-le-feu, vu la situation cataclysmique à Gaza et une offensive sauvage sur la population palestinienne. Donc oui, c'est une avancée. Maintenant, est-ce que cette résolution sera respectée? Israël a déjà annoncé que non. La poursuite de la colonisation, malgré la signature des accords d'Oslo, a été un des freins les plus puissants à le fait d'empêcher un accord de paix. Et on se demande d'ailleurs aujourd'hui, du fait de la poursuite de la colonisation, si la solution à 2 États que tout le monde invoque sans réellement la mettre en œuvre par ailleurs est encore possible du fait du morcellement du territoire palestinien. Mais là, il ne faut pas se faire trop d'illusions non plus. Il n'y a dans cette résolution aucune sanction prévue et on sait depuis toujours qu'Israël ne l'appliquera pas. Donc le succès est symbolique, hélas pour ceux qui souffrent, hélas pour ceux qui meurent ou qui sont menacés de mort. Cette résolution risque de ne rien changer fondamentalement. Affirmer avec autant d'aplomb que ce qu'il a laissé exporté vers Israël n'est pas utilisé en réalité par l'armée israélienne, contrairement à ce qu'elle affirme. Après tout, d'une armée qui commet des massacres, on peut aussi imaginer qu'elle ne respecte pas toujours sa parole. Et puis, la deuxième question, pourquoi acceptons-nous de contribuer au business, alors même si c'est pour une part relativement modeste, mais au business des entreprises de défense israéliennes qui fournissent
l'armée israélienne et qui donc contribue largement à la perpétration des massacres.